Bonjour Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Vous nous suivez en direct sur Eden TV, mais aussi sur Diaspora FM. Et cette édition sera essentiellement consacrée aux élections des représentants des professionnels des médias de la 7e mandature de la HAC, qui se déroule actuellement dans tout le pays. Nos envoyés spéciaux sur place dans différents bureaux de vote, à Cotonou, à Calavi, à Porto Novo, à Alada, Djougou. Nous ferons vivre l'ambiance et pourquoi pas nous donner également les tendances dans cette édition. Et puis vous le savez, demain c'est le démarrage des épreuves écrites du BEPC. Nous nous sommes intéressés aux préparatifs dans le collège Père-au-Pierre de Godomé. Et puis en interactualité, nos confrères de RT parlent de la situation tendue entre le Bénin et le Niger avec l'arrestation jeudi dernier de 5 agents de WAPCO. Leurs analyses en fin d'édition. Merci Madame, Monsieur d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Les professionnels des médias sont actuellement aux urnes pour élire leurs représentants à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et l'unique bureau de vote de Cotonou, situé à l'annexe de l'institution, a effectivement ouvert à 8h00 comme le prévoient les tests. Malgré la fine pluie de ce matin, les professionnels des médias sont sortis pour accomplir ce devoir citoyen et professionnel. Je vous invite à suivre les propos de Lucrèce Toto, cadre de la Sénat et superviseur communal de Cotonou. Ici, on a un bureau de vote et la Sénat a déployé sur le terrain à partir du mercredi 15 équipes qui sont chargées de faire le recrutement, la formation et la supervision de l'élection de ce dimanche. Donc l'équipe déployée par la Sénat, composée de superviseurs communaux, a eu à recruter des membres de poste de vote, un président, un assesseur et deux assesseurs, et à les former. Donc on a eu à former ces agents désignés là le vendredi passé. On leur a expliqué leur rôle et responsabilités et les différents types de documents électoraux qu'ils doivent remplir et comment ils doivent les remplir. Donc aujourd'hui, nous avons installé ces membres-là dans leur bureau de vote et ils gèrent le bureau de vote. On a ouvert régulièrement à 8h et déjà il y a une cinquantaine d'électeurs qui se succèdent un à un. Depuis 8h, nous avons montré au public qui était là que les urnes étaient réellement vides. Et devant eux, nous les avons scellés. Dès que nous avons scellé les urnes, un rang d'électeurs a été formé et chacun vient voter. Il présente la carte qu'il doit utiliser pour voter. Il vérifie que son nom est réellement sur la liste des électeurs. On lui remet son bulletin avec un cachet voté. On vérifie qu'il n'a pas d'appareil multimédia sur lui. Il prend le bulletin, le cachet voté. Il va dans l'isoloir pour aller voter. Et lorsqu'il revient maintenant, il remet le cachet voté au président de poste de vote. Il émarge devant son nom dans la liste d'émargement avec son pouce gauche imbibé de l'encre à tampon. Lorsqu'il a fini, on enduit un peu de pouce gauche de l'encre indélébile pour manifester réellement qu'il a voté. Il récupère sa carte et ses appareils multimédia s'il en a et il s'en va. Le scrutin, c'est de 8h à 16h, soit 8 heures de temps. Donc à 16h00, nous allons clôturer le scrutin. Seulement que les électeurs qui seront là avant 16h, on va rassembler tous les cartes d'électeurs. Ceux-là pourront voter. Mais ceux qui vont venir après 16h et qui ne seront pas dans le bureau de vote après ne pourront pas voter malheureusement. Nous attendons un peu moins de 500 électeurs, mais subdivisés en 3 catégories. Presse écrite, audiovisuelle et technique des télécommunications. On va rester dans ce bureau de vote de Cotonou. Notre envoyé spécial, c'est Peggy Ludovic Dagba. Peggy Ludovic Dagba, vous êtes en ligne. Voilà, nous allons peut-être revenir à Peggy Ludovic Dagba si la liaison nous le permet. Mais en attendant, nous retrouvons Ignace Aoubré, notre correspondant dans la Donga. Ignace Aoubré, bonjour.
Bonjour à vous. Ouais, vous êtes en direct sur Eden TV et Diaspora FM et vous avez suivi, vous êtes actuellement même dans un bureau de vote. Dites-nous, c'est quoi le bureau de vote dans lequel vous êtes actuellement et comment ça se passe exactement? Nous sommes à la mairie de Djougou, le poste de vote de la mairie de Djougou, un poste qui est ouvert, le poste ouvert pour les 4 communes du département de la Donga, à savoir la commune de Djougou, les communes de Djougou, Waké, Kopargo et Basila. Ici, le poste plutôt est ouvert à 8h, 8h00. Le bureau de vote était déjà ouvert. Et on a attendu un peu et un temps après, les journalistes votants inscrits donc sur la liste ont commencé à faire leur arrivée. Et au total, le point sur la liste des inscrits, on a dénombré 29 inscrits pour les 4 communes, à savoir 24 dans la catégorie presse audiovisuelle, 4 personnes dans la catégorie des techniciens et télécommunications et 1 inscrit sur la liste, en tout cas, concernant la catégorie presse écrite. Donc, je disais tantôt, ouvert à 8h. Pour l'instant, on a déjà enregistré 28 personnes qui sont venues voter et il reste donc une personne, en tout cas de la catégorie presse écrite. Tout s'est bien passé de l'avis des membres du bureau du vote. Il n'y a pas de problème à signaler. Tout le matériel est sur place. En tout cas, rien ne manque pour le travail. Tout se passe normalement. Il faut dire que sur le lieu, il n'y a pas d'affluence. Donc, chacun vient, il pose son acte, en tout cas son devoir civique. Il se retire. Il retourne tranquillement chez lui. Il faut signaler donc que le bureau ouvert à 8h00 devra fermer ici à Djougou à 16h00. Et dans les indiscrétions, Ignace Aoubré, est-ce qu'on peut savoir ce que les confrères se disent entre eux? Bon, je le disais tantôt, il est difficile en dehors en représentant des candidats. Bon, chacun vient et il vote, il passe seulement. Pas de déclaration à faire. D'accord. Merci à vous, Ignace Aoubré. Vous êtes notre correspondant dans la Donga. Vous étiez dans le bureau de vote de la mairie de Djougou. En attendant d'avoir la liaison avec nos autres envoyés spéciaux, les élections pour la 7e mandature de la HAC à Boumé-Calavi a abrité donc un bureau de vote. Et c'est à ce poste que les candidats Brice Ogoubi et Zakiet Latoundji ont accompli leur devoir. Ils sont des candidats. Et devant les caméras et micros d'Eden TV de Diaspora FM, Espoir Oumambou a recueilli les avis. Installé dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi, le bureau de vote pour ces élections co-organisées par la Sénat et la HAC au niveau de Calavi a ouvert ses portes depuis 8 heures. Une ouverture faite peu avant notre arrivée sur le terrain par le conseiller Fernand Baguidi. Pour le peu que nous avions pu voir en ces lieux, le vote se déroule en toute quiétude et avec une convivialité sans pareille. En dehors des membres du bureau de vote, on peut y voir des représentants des candidats, des isoloirs, 3 urnes représentant les 3 catégories. Le premier candidat aperçu sur les lieux est bien Brice Ogoubi. De blanc vêtu, accompagné de ses enfants, il est venu remplir son devoir professionnel. Mais avant, il salue quelques amis, les représentants de candidats, avant de s'engouffrer dans le bureau de vote où il présente sa carte, prend le bulletin et après avoir passé par l'isoloir, le glisse dans l'urne. Une fois ce devoir accompli, c'est avec sourire qu'il répond à notre micro. Nous vous présentons nos excuses, Madame, Monsieur, pour cet élément. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions où vous suivrez nos candidats, les candidats qui ont été interviewés par Espoir Oumambou sur le déroulement de ce scrutin. La réalisation me dit que je suis en liaison avec Peggy Ludovic Dagba, notre envoyé spécial à Cotonou. Bonjour Peggy Ludovic Dagba.
Bonjour, grâce à Validé. Vous êtes notre envoyé spécial à Cotonou. Dites-nous quelle est l'ambiance actuellement dans votre bureau de vote. Écoutez, l'ambiance ici à l'annexe de la HAC à Lyon-Commun est des plus belles. Elle est au calme maintenant. Sinon que déjà, ce matin à 8 heures, il faut dire que les opérations de vote ont commencé. Tout un processus a précédé l'ouverture du vote ce matin. Nous a rappelé la superviseuse générale de l'antenne de Cotonou. Il faut dire qu'il y a eu déjà la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui, comme vous le savez, est associée à l'organisation de ce scrutin des journalistes, notamment devant désigner leurs représentants pour la prochaine mandature de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Il y a eu recrutement des membres du bureau de vote, formation, et puis déploiement, en tout cas, de ces membres ce matin, ici à Cotonou. Nous a renseigné la superviseuse. Tout a démarré devant le directeur général des élections de la Sénat, preuve évidente donc de l'implication de cette instance électorale dans notre pays, dans cette organisation. Et puis, je te le disais tantôt, les votes ont démarré effectivement à partir de 8 heures. Tout à fait. Donc, avec les professionnels des médias qui se sont mobilisés assez tôt, ils étaient nombreux, tout un rang assez long, sortant même du hall de la HAC sur, bien sûr, la cour, j'allais dire, la devanture. Donc, de l'annexe, tout un long rang de professionnels qui étaient venus accomplir leur devoir civique. Parlant des candidats, nous avons eu le premier qui a voté après l'ouverture du bureau autour de 8h30, 8h45. J'ai nommé Armand Ronchou, qui donc est conseiller sortant de la mandature finissante. Il a fini son vote. Le deuxième candidat nous viendra de la catégorie technique. Un technicien des médias, Lionel Bedgonide, c'est son nom. Il est candidat dans la catégorie technicien des médias. Lui aussi a voté avec beaucoup de joie, nous a-t-il dit. Il nous a dit sa joie de voir la bonne organisation entourer la chose. Ensuite, il a été sincèrement séduit par l'engouement des professionnels pour ce scrutin. Et enfin, il a dit toute sa fierté d'appartenir à cette corporation des hommes des médias béninois. À 10h39, on aura le candidat Pochemin, Franck, conseiller sortant évidemment de la mandature finissante. Lui aussi, c'est venu accomplir son devoir avant de repartir. Et le dernier candidat que nous avons vu, j'allais dire, débouler ici à l'annexe de la Sénat à Lyon-Commun, c'est bel et bien le candidat Basile Chivozo, qui lui aussi est venu, il a dit toute sa fierté d'appartenir à cette corporation, d'avoir accompli son devoir civique et surtout vouloir travailler pour que la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, soit au fait des réalités qui gouvernent le monde des Béninois, le monde des médias béninois, afin de régler réellement les problèmes qui se posent. Voilà ce qu'on peut dire. C'est attendu à ce bureau, près de 700 électeurs, et on peut dire quand même que d'ici à là, le reste, et bien sûr, va passer. Le scrutin étant prévu pour finir autour de 16 heures, heure à laquelle les déploiements vont commencer pour que les 3 urnes puissent livrer, et bien sûr, leur secret. Alors, Peggy Ludovic, d'abord, on comprend que tout se déroule très bien dans ce bureau de vote qui attend quand même un nombre important de votants. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui se dit entre les confrères, les indiscrétions? Oh, grâce à Validé, vous savez très bien que les journalistes sont les plus bavards au monde et qu'ils m'excusent un peu cette réalité. Je suis parmi eux, je sais de quoi nous discutons, mais vous imaginez très bien, hein, les indiscrétions, c'est comment faire pour que le candidat pour lequel on a voté puisse vraiment sortir, gagnant. Vous allez voir un peu des états-majors qui donc ont déployé leurs membres là pour veiller au grain. Il y avait les représentants des différents candidats au sein, on va dire, du hall, les yeux totalement tournés et très attentifs sur l'opération telle qu'elle se déroule. Entre confrères, c'est la joie, c'est les retrouvailles, c'est les tapes amicales, c'est les blagues, et tout ceci dans une ambiance bon enfant.
Merci beaucoup, Peggy Ludovic Dagba. Vous êtes notre envoyé spécial à Cotonou et vous êtes toujours en place. Et certainement, vers la fin de la journée, vous nous donnerez les tendances et vous nous direz également quelle sera la suite de ce vote. En attendant de prendre notre envoyé spécial, je vous annonçais en titre qu'il ne reste plus que quelques heures pour le démarrage officiel du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024. Et comment s'est déroulée la dernière semaine des préparatifs de cet examen dans le collège Père-au-Pierre de Godomain? Le reportage est signé Arthur Indo. L'heure n'est plus à la rigolade. Apprenants et enseignants affûtent déjà leurs âmes pour faire face aux examens, notamment le BEPC. Pour me préparer, je fais des exercices d'application après avoir appris les cours. Après ça, je reprends et je vais au tableau pour essayer d'autres choses. Je fais je révise mon cours, je fais des dernières révisions. J'apprends, je reprends des exercices d'application et je prie. On est en pleine révision. On a déjà parcouru la plupart des données enseignées et nous sommes confiants. Nous savons que les enfants ils sont déjà suffisamment aguerris. Je me prépare très bien. En plus que j'ai pu réussir à apprendre les cours d'histoire géo parce que c'est les plus difficiles. J'ai pu réussir à les apprendre et je suis prêt. Et donc du coup je peux dire que je suis prêt si seulement on n'est jamais prêt en mathématiques. Mais bon, je suis prêt. C'est aussi l'occasion pour certains de faire le bilan de leur niveau durant la période des révisions. Je dois revoir les cours d'histoire-géographie et des SVT, sinon ça va. Il faut que je revoie mes cours en SVT et en histoire-géo, sinon c'est tout. Malgré la peur et le stress qui planent dans l'esprit de la plupart des élèves en ces derniers jours, Jennifer et Serena, tous candidates au BEPC, restent optimistes quant à leur réussite. Je suis très sûre de réussir mon BEPC. Oui, je suis très sûre de réussir. Ici au collège Père-au-Pierre, les derniers réglages se font habituellement jusqu'au dernier moment. Nous avons l'habitude de les garder jusqu'au dernier moment, puisque l'expérience a montré que quand on les laisse plus tôt, ils désapprennent et puis ils vont vadrouiller, et ils vont se promener et puis ça ne donne souvent pas de bons résultats. Donc nous les gardons jusqu'au dernier moment. Par exemple, aujourd'hui, on a libéré nos candidats au BEPC. Après 3 semaines de bachotage, de révision soutenue. Très engagés pour la réussite, les candidats se donnent pour credo la ponctualité au cours pour suivre les dernières explications qui peuvent s'avérer très importantes. Merci à vous, Arthur Indo. Je vous le rappelle, madame, monsieur, vous nous suivez en direct sur Eden TV et sur Diaspora FM et c'est une édition spéciale élection représentant RAC 7e mandature. Nous avons nos envoyés spéciaux qui nous font le point en temps réel dans cette édition. Si tout va bien avec la technique, nous allons pouvoir voir la liaison avec Porto Novo, notre correspondant Prince Martial Agoli-Agbo. Depuis Porto Novo, bonjour Martial Agoli-Agbo. Bonjour. Pour le compte du département de l'Ouémé, c'est la mairie de Porto-Novo qui abrite le processus de vote des 3 représentants des hommes des médias devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC cette mandature. Déjà à 7h42 minutes, les matériels électoraux sont installés, les 3 urnes distinctes spécialement pour la presse écrite, audiovisuelle et technique. Sont vides et ont été fermés et scellés devant donc les membres du bureau et les délégués des représentants des candidats. Le bureau est présidé par M. Bruno Dossou, assisté de ses 2 assesseurs, Parfait Aranvoy-Blas et Thomas Panou. Il faut noter donc que c'est à 8h00 que le bureau s'est ouvert. Le tout premier votant a exprimé son devoir civique à 8h06 dans la catégorie presse écrite. Retenons tout simplement que près de la moitié des électeurs de l'OEB se sont déjà rués pour donc voter pour le choix de leurs candidats respectifs. Le bureau de vote va officiellement fermer à 16h00 sous la supervision générale de M. Jean-Claude Aranvoy-Blas, supervision générale de la Sénat. Prince Martial Agoli-Agbo, est-ce qu'on a un candidat qui est venu voter dans ce bureau de vote?
Non, ici à Port-Nouveau, Ouais. il n'y a aucun candidat donc, inscrit sur la liste électorale pour donc, s'acquitter de son devoir civique dans la ville de Port-Nouveau. Merci à vous. Vous allez rester en place pour nous recueillir les autres informations pour nos autres éditions de journal. Merci à vous, Prince Martial Agoliabo, d'être intervenu dans cette édition de journal. Les candidats au certificat d'études primaires, eux, ont terminé les épreuves écrites mercredi dernier et pendant la dite composition, une carte d'identité scolaire aurait été confisquée par un directeur d'école. Le fait a fait grand bruit à Djougou, dans le département de la Donga. Le directeur aurait refusé de remettre au candidat sa carte scolaire, l'empêchant ainsi de prendre part à son examen. Notre correspondant sur place, Ignace Aoubré, nous relate les faits. Badnan, un enfant de 11 ans, élève au CM2 et candidat à l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024. Mais il n'a pas pris part à cet examen faute de carte d'identité scolaire. Retrouvé dans son village, loin des salles de composition, il pleure sur son sort. Je ne suis pas allé composer parce qu'on n'a pas me donné la carte. Interrogé sur les raisons pour lesquelles l'enfant n'a pas eu sa carte d'identité scolaire, son père, un cultivateur illettré, nous raconte. Je m'appelle Gaobia Ouissifou. Un jour, l'enfant est venu de l'école et il m'a dit que le directeur a dit d'aller le voir. Effectivement, le lendemain, je suis allé le voir et il m'a dit que mon enfant va aller à l'examen et qu'il lui faut une carte. J'ai dit d'accord. Comment ça va se faire? Il m'a dit que c'est lui-même qui va faire ça à Djougou. Je lui ai donné l'argent. J'ai demandé combien. Il a dit 5 000 francs. Je lui ai donné les 5 000 francs. Il a pris son ordinateur, il a fait et il m'a montré de voir si c'est bon. J'ai dit oui. Il dit ah, je dois lui faire un cadeau. J'ai dit combien? Il a dit 2 000 francs. J'ai dit non, je vais lui donner 1 000 francs. Il a refusé. Il dit que c'est 2 000 francs. J'ai dit sans problème. Si je trouve les 2 000 francs, je vais lui amener ça. C'est là que je suis parti. Mais depuis, on ne s'est plus vu. Ils n'en ont plus rien dit. À une semaine de l'examen, il a distribué les cartes aux enfants, mais il n'a pas donné à mon enfant sa carte. Moi, je ne savais pas. C'est le jour de l'examen que, quand je l'ai réveillé pour lui dire d'aller à l'examen, c'est là qu'il me dit que le directeur ne lui a pas donné sa carte. J'ai dit, ah, comment? Et est-ce qu'il est à la maison? L'enfant m'a dit non, qu'il avait dit qu'il voyage le jour-là. Donc, j'ai dit à l'enfant de partir. Et arrivé, il va expliquer ça aux maîtres qui sont là-bas. Et moi, je suis pas parce que son petit frère est malade et je devais l'amener aux soins. C'est là que je suis parti. Et à mon retour, j'ai vu que l'enfant n'est pas allé composer. Le lendemain, je suis allé voir un membre du bureau APE et on est allé voir le directeur. Mais il a refusé, il nous a refoulés en disant d'aller le convoquer là où on veut. Chez le CAO ou bien là où on veut, d'aller le convoquer. Dans le village et sur les réseaux sociaux, l'indignation est totale et les témoignages fusent de toutes parts. Comme ça, il a été super directeur. Regarde, durant toute l'année, là, ça fait zéro ça. Tout ce que les parents donnaient, les 25 francs chaque matin, il prend du déjeuner. Ça fait zéro ça. Donc, ça fait année blanche ça. Est-ce que ça là, c'est beau? Au moins, selon vous, selon moi maintenant, il fallait lui donner la carte et puis il va aller composer. Si les résultats sont maintenant qu'il a 10 000 maintenant, là, vous allez garder le relevé de notes. S'il ne vous remet pas les 2 000 francs là, et comme ça, il a pris son véhicule, il est parti. Moi, j'avais payé premièrement, j'avais payé 2 tranches, 3 500, après 2 500. En plus, il a renvoyé les enfants pour dire l'argent de boîte de couture. J'ai donné ça à 500. Après ça, avant que les enfants prennent les cartes, il a dit si celui qui ne paye pas 600 francs ne prend pas sa carte. Au début, moi, j'avais fait tête du coup, je ne veux pas donner. Mais j'ai vu d'autres enfants ont pris les cartes. Et comme mon enfant n'a pas pris, je lui ai remis les 600, il est parti prendre sa carte. Approché, le directeur incriminé rejette toute accusation. Il dit être sous le choc et refuse de se prononcer face à notre caméra. Aux dernières nouvelles, l'affaire est sur la table du directeur départemental en charge de l'enseignement primaire et l'enfant pourrait prendre part à la session de remplacement de cet examen de certificat d'études primaires, session de juin 2024. À Djougou.
Cette édition est spéciale, Madame, Monsieur. Je vous le rappelle, les élections des représentants de la HAC, 7e mandature, se déroulent actuellement dans tout le pays. Nous avons eu des correspondants qui sont intervenus dans cette édition de journal. J'apprends que notre correspondant de l'Atlantique, Kekeli Ojo, est en place. Kekeli Ojo, bonjour. Bonjour. Vous êtes précisément à la desk. On peut savoir quelle est l'ambiance actuellement dans votre bureau de vote? Bien sûr, ici à Alada, tout se déroule normalement. Bien avant 8 heures, les membres du bureau de vote et la délégation, bien sûr, de la Sénat pour la supervision étaient tous présents. Le matériel sensible et tout le dispositif apprêté. À 8h03, le premier votant a exprimé son suffrage. Il faut dire que les professionnels des médias sont sortis très tôt ce dimanche et nombreux pour s'acquitter de cette tâche civique. Nous espérons avoir un mot de la responsable à la supervision et également un mot des représentants des candidats. Après le dépouillement à partir de 16 heures, pas d'irrégularité majeure dans le déroulement du scrutin. Seulement que ce matin, un journaliste détenteur pourtant de récépissé et de sa carte CIP n'a pas pu exprimer son vote simplement parce qu'il n'a pas retrouvé son nom sur la liste des électeurs. Sinon, à part cela, à Alada, précisément à l'antenne ACT, puisque c'est là que se trouve le centre de vote, tout se passe très bien. Alors, vous nous avez dit que les votants, ils sont sortis nombreux pour exprimer leur vote. Alors, la pluie n'a donc pas empêché le déplacement des journalistes, quand même. Heureusement qu'aujourd'hui, la dame nature a été clémente et a permis à ce que les électeurs, les journalistes puissent sortir pour voter ici à Alada. D'accord. Et la fin de la clôture du vote, c'est à 16 heures dans ce bureau de vote également, comme dans les autres bureaux de vote. Vous allez continuer par suivre cette actualité de près pour nous. Vous nous reviendrez pour un point bien détaillé pour le compte d'Alada. Merci à vous, Kekeli Ojo, d'être intervenu dans ce journal. Et puis, comme on parle de pluie, nous sommes en saison pluvieuse et cette saison pluvieuse est plus ou moins dérangeante pour les conducteurs de taxi-moto du fait notamment de la rareté des clients et de la chute des recettes. Conséquence directe, les tarifs sont doublés. Arthur Ndo a rencontré quelques émidiamans qui se sont confiés à son micro. On suit le reportage. Si pour certains conducteurs de taxi-moto, la saison pluvieuse peut être un moyen pour se faire beaucoup d'argent, pour d'autres par contre, c'est souvent pas facile à gérer. En période de pluie, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Parce que les clients sont rares et la pluie aussi ne nous facilite pas la tâche. Donc c'est comme ça que nous faisons pour vraiment joindre les deux bouts. Mais franchement, en cette période-là, quand on sort, difficilement avant de croiser un client. Et quand tu croises le client là-bas, la pluie ne vous laisse pas. Avant d'atteindre la destination, la pluie vous aurait bloqué 1, 2, 3 fois avant que le client ne soit à sa destination. Donc franchement, c'est pas facile avec cette période-là. On rend grâce à Dieu, mais franchement, on est en train de se débrouiller. Bon, on essaie de s'adapter parce qu'on gère ça, on gère ça comme... Ne sachant pas à quel sein se vouer, certains sont obligés de travailler sous la pluie et d'autres préfèrent simplement ne pas prendre de risques. Quand le vent d'affamé n'a point d'oreille, de temps en temps, quand on voit que la pluie ne veut pas cesser, on est obligé de rentrer dedans avec nos sachets dans nos tenues. Mais quand la pluie est trop abondante, là on n'a pas de choix, on rentre dedans et c'est avec ça qu'on fait. Bon, moi, d'habitude, je ne conduis pas sous la pluie parce que c'est risquant. Sous la pluie, quand tu conduis, quand tu freines, quand tu vas essayer de freiner, le frein ne va pas faire tout ça, ça va glisser. Donc, et comme ça, là, c'est accident. Actuellement, quand il pleut, on n'arrive pas à bien conduire. Donc, quand il pleut aussi, on ne peut même plus courir. Quand on court pour freiner, rapidement, on tombe. Si la pluie est trop là, on est obligé de s'abaisser sur le changeur et tout. Mais s'il pleut là,
conduire, c'est un peu difficile. Qu'il s'agisse d'une petite distance ou d'une grande, ces IM n'éprouvent aucune gêne pour surfacturer le client qui, même scandalisé par le prix, est forcé de s'incliner. Ils évoquent les raisons qui les amènent à surfacturer en période de pluie. Parce que la pluie nous tape, nous sommes dans la pluie, nous allons tomber malades et la moto aussi va vite se gâter. Donc c'est la raison pour laquelle on les taxe un peu. Parce qu'eux-mêmes, on voit qu'ils sont vraiment pressés, ils ont vraiment envie de vite atteindre la destination. Donc c'est la raison pour laquelle on profite. Si un client est pressé, soit si il s'impose, moi je le laisse. Je le laisse parce que nous sommes en démocratie. Personne ne veut pas taquiner son prochain. Donc c'est ce qui m'avantage que je veux faire. C'est parce que quand il pleut, il n'y a plus beaucoup de zèmes. Donc quand il pleut, quand toi tu prends le risque de rentrer dans la pluie, tu dois les tasser un peu juste pour trouver un peu. La pluie, ce n'est pas facile de rester comme ça. C'est un risque de conduire pendant qu'il pleut, quoi. En guise de défense, ces conducteurs ne manquent pas généralement d'arguments. Souvent, ils avancent la hausse subite du prix d'essence, l'état déplorable des rues, le froid qui s'annonce, rendant plus âpre le métier et surtout le manque de clients. En interactualité, nos confrères de RT parlent de la situation tendue entre le Bénin et le Niger avec l'arrestation jeudi dernier de 5 agents de WAPCO. Samantha Ramsani parle du pipeline de la discorde. Suivons cet élément. C'est véritablement le pipeline de la discorde entre le Bénin et le Niger. Rappelons que cet oléoduc de 2000 km qui relie la ville nigérienne d'Agadem au Bénin doit permettre à Niamey d'écouler pour la première fois son pétrole brut sur le marché international. Un nouvel incident survenu ce jeudi 6 juin met de l'huile sur le feu. L'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur le site du terminal béninois de Sémé-Kapodji. Il s'agit de 5 employés de WAPCO Niger, dont la directrice générale adjointe de la société chinoise d'exploitation pétrolière. Les autorités du Bénin évoquent une atteinte à la sûreté de l'État, soupçonnent 2 d'entre eux d'être des agents au service de la transition du Niger et affirment qu'ils se seraient introduits dans le terminal de Sémé de façon frauduleuse. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site de l'entreprise. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois exprimait de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressants ont indiqué être tous des employés du WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. Le Bénin a lancé une enquête et de leur côté, les autorités du Niger voient rouge. Lors d'un point presse, les ministres du pétrole et de la justice sont revenus sur la chronologie des faits, livré leur version et annoncé en représailles l'arrêt des activités du pipeline tant que les détenus ne sont pas libérés. À l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kololi. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Par ailleurs, le ministre de la Justice, Alio Daouda, a dénoncé une violation de l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin et menace de saisir la Cour d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OADA. Le bras de fer entre les 2 pays remonte au coup d'État de juillet 2023 au Niger. Par la suite, les sanctions de la CEDEAO contre Niamey ont conduit le Bénin à fermer en premier sa frontière avec le Niger.
Depuis, les autorités nigériennes l'ont maintenu fermé. Et dans le sillage de la levée de l'embargo économique envers les pays du Sahel, Cotonou cherche maintenant à faire pression sur son voisin pour l'amener à rouvrir la frontière sans pour autant lui fournir des garanties de sécurité. Niamey craint des tentatives de déstabilisation depuis le territoire béninois. Madame, Monsieur, c'est déjà la fin de cette édition spéciale élection des représentants des professionnels des médias de la 7e mandature de la HAC. Vous nous avez suivis en direct sur Eden TV et sur Diaspora FM, et nos envoyés spéciaux de Cotonou, de Porto Novo, de Calavi, d'Alada, de Djougou sont intervenus dans ce journal pour nous parler de l'ambiance, de comment se déroulent ces élections dans les différents bureaux de vote. On va se retrouver dans nos prochaines éditions pour pourquoi pas les tendances.